Nous remercions Super Café de nous accueillir. C'est un lieu super de rencontres et d'échanges, comme on aimerait en avoir beaucoup plus dans notre arrondissement. Il nous a paru naturel de consacrer une grande partie de cette soirée à la situation des migrants, surtout dans notre arrondissement, où les mots solidarité et fraternité ont toujours le dernier mot. Bonne soirée à tous. Bonsoir, donc Frédéric Guerrier, on va essayer de ne pas vous assommer de discours et de paroles, mais néanmoins il nous a semblé important de partager un petit peu l'état d'esprit dans lequel on était en ce début d'année. Donc Génération est un mouvement politique ouvert à toutes celles et ceux qui se reconnaissent dans la promotion des valeurs de la gauche et de l'écologie, et dont les priorités sont la démocratie, la solidarité et l'environnement. C'est un mouvement qui se veut construit de façon horizontale, participative, démocratique et ouverte. Il se propose d'aborder les questions locales et du quotidien dans une perspective européenne et ouverte sur le monde. D'ores et déjà, partout en France, plus de 50 000 personnes se sont manifestées, ont manifesté leur intérêt pour Génération, et 28 000 personnes ont participé à l'élaboration de la charte qui a été présentée par Benoît Hamon au Mans le 2 décembre dernier. Chacune et chacun y est donc le ou la bienvenue avec son bagage, ses idées, ses rêves, ses envies et ses compétences. 2018 peut être une très belle année. Solidaire, écologique, enthousiaste, il ne tient qu'à nous de le réaliser, d'où que vous veniez, à partir du moment où nous le faisons ensemble. Bonne année à tous. Avec le plan annoncé par Emmanuel Macron donc, de gestion de la crise migratoire, de gestion des flux migratoires, donc ce plan s'intitulait « Garantir le droit d'asile, mieux maîtriser les flux migratoires ». On était dans une sémantique qui était très proche de celle de Nicolas Sarkozy à l'époque. Une personne sur 4 a un ascendant, un grand-parent ou un parent issu de l'immigration, il faut le rappeler, et qui interroge également notre conscience face à la complexité du monde. Et cela a déjà été rappelé, le monde se complexifie. Sous le prétexte de vouloir mieux orienter, abriter ceux qui auraient besoin d'un abri, on va recenser ces personnes, mais on vise surtout à expulser davantage, plus vite, ceux qui n'auraient pas le droit d'y rester. On est dans une approche très sécuritaire, avec l'accent mis sur les mesures de reconduite à la frontière, une augmentation du délai de rétention administrative et une application très stricte du système de Dublin sur lequel on reviendra sans doute ce soir. Et donc ma première question ira à Guillaume Balas, député européen. Est-ce qu'on peut encore croire à faire une Europe sur ce sujet-là? Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'une Europe à deux vitesses? Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de migration? Comment voulez-vous que dans les pays en guerre, il n'y ait pas de migration? Comment, quand on regarde notre propre histoire à nous, Européens, on ne puisse pas comprendre qu'il y ait des migrations? Et de ce point de vue-là, moi j'alerte, puisqu'il faut être réaliste, puisqu'il faut être, comment dire, dans la gestion et qu'il faut prévoir l'avenir. J'alerte. Quel regard sera posé sur nous en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique dans 30 ans, par rapport à l'Europe d'aujourd'hui, quand les nouvelles générations qui connaissent aujourd'hui la politique de l'Union européenne, eh bien, seront devenues des personnes actives dans des pays qui se seront développés, qui seront riches démographiquement mais aussi économiquement, plus stables d'un point de vue économique. Comment vont-ils regarder cette Union européenne vieillie, rance, conservatrice, sécuritaire et qui n'accepte plus de relations au monde? Nous, la France, nous sommes détestés aujourd'hui dans un certain nombre de pays sur cette question. C'est vrai, notamment dans l'Espagne du Sud, c'est vrai particulièrement en Grèce et en Italie, où vraiment mes collègues députés européens considèrent que ce qui est dit et ce qui est fait, et l'écart qu'il y a entre les deux, déshonore aujourd'hui la République française dans tout ce qu'elle peut dire, j'allais dire en termes de valeurs et en termes d'éthique au niveau européen. Et quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, alors là on a été dans le pinacle, hein, c'est-à-dire la bonne conscience humaniste affichée en plein, et en même temps la pire politique depuis 1945 sur la question des migrants mise en place. On a inventé dans l'Union européenne que les pays qui recevaient les migrants étaient en charge des migrants. Ça s'appelle les accords de Dublin.
Ça tombe bien, c'est généralement les pays du Sud qui vont très bien économiquement, comme la Grèce, le Portugal, l'Espagne, etc., etc. Et donc, nous avons pu voir, en effet, ces pays désemparés, avec des populations d'une générosité absolument incroyable. J'espère que nous serons capables dans notre pays de faire autant. Des États souvent défaillants par rapport aux politiques qu'il fallait mettre en place. Et du côté des pays riches de l'Union européenne, une indifférence crasse avec un ancien Premier ministre, souvenez-vous, Manuel Valls, qui est venu devant le Parlement européen réaffirmer que jamais la France, jamais, ne remettrait en cause les accords de Dublin et que non, il n'y aurait jamais de solidarité sur le partage des devoirs à avoir par rapport aux migrants, que ce soit financier ou que ce soit sur la question de l'accueil. Qu'est-ce qu'on peut proposer ? Premier élément, je termine par ça, c'est la fin de l'accord avec M. Erdogan en Turquie, qui est une honte, qui nous a liés à être soumis à la politique du président turc pendant des années, et qui pose un problème absolument essentiel. Le deuxième point, qui est très important, c'est inventer une politique migratoire qui casse l'accord de Dublin et qui dit que tous les pays européens aujourd'hui doivent prendre la charge de leurs devoirs sur la question des migrations et en ça, suivre les recommandations qui existent au niveau international par les associations, par d'autres organismes, par la Commission européenne elle-même sur le sujet des migrants. Bonsoir à toutes et à tous. Et merci de nous avoir invités à vos vœux. Annie m'a demandé de parler 3 minutes. Donc, c'est quoi les valeurs de quelqu'un qui se dit de gauche, progressiste et tout le tralala? Est-ce que nos valeurs, c'est d'assigner à résidence une partie de la population mondiale? La question qu'il faut se poser, c'est celle du droit à la mobilité pour toutes et tous, et donc de la liberté de circulation et d'installation. Je pense aussi qu'à la fin, il faudra sortir d'une vision misérabiliste des migrations. Nous devons rappeler donc à messieurs Macron et Collomb, et il y a beaucoup d'autres, que le droit d'asile, l'accueil des réfugiés, la prise en charge des mineurs, l'hébergement des plus démunis sont des devoirs inconditionnels de l'État. Les droits fondamentaux de l'être humain ne sont pas soumis aux circonstances économiques ni au ressenti de l'opinion. Que de l'argent, il y en a, allez voir du côté du MEDEF, et des gens révoltés par le cynisme du gouvernement et solidaires des migrants, il y en a aussi. Exigeons le retrait de la circulaire Collomb dans les centres d'hébergement du 20e, comme au niveau national, et préparons-nous à analyser avec la plus grande vigilance les futures réformes de l'immigration. À Paris, des jeunes mineurs à la rue et des enfants non scolarisés qui dorment dehors. Parce qu'à l'époque, on pensait que les quelques lycéens sans papier qui étaient dans les lycées, on allait pouvoir facilement les faire régulariser, puis après, le réseau disparaîtrait. Voilà. 14 ans après, on est là, et plus attentif que jamais, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes en difficulté. L'aide sociale à l'enfance, donc, dont c'est la compétence, refuse de plus en plus de jeunes, sous des prétextes fallacieux, du genre, on voit des trucs, mais invraisemblables. Ce jeune a réussi à faire un tel parcours qu'il ne peut pas être mineur. À l'époque, les jeunes qui arrivaient étaient scolarisés. Ils allaient au rectorat, ils passaient des tests et ils étaient scolarisés. C'est-à-dire maintenant, ils les scolarisent plus. Donc voilà, on en est là. Et puis merci à Génération de nous avoir accueillis. Des mineurs isolés étrangers, aujourd'hui, un peu suite au démantèlement de Calais d'ailleurs, il y en a dans différentes villes de France, et vous avez différentes villes de France qui sont donc, où des militants sont confrontés, sont amenés à venir en aide à des jeunes qui sont laissés dans la rue. Je peux vous dire vraiment que pour ces jeunes étrangers, mineurs ou jeunes majeurs, ce à quoi ils sont confrontés, c'est un vrai parcours du combattant qui continue même quand éventuellement ils ont été reconnus mineurs. Puisque quand, au terme d'évaluation, de contestation de leurs papiers, ils sont reconnus mineurs,
eh bien, quelquefois, la prise en charge par l'aide sociale à l'enfance est extrêmement légère, pour dire les choses, et vous avez des jeunes mineurs, des jeunes majeurs, qui se retrouvent dans des hôtels, avec un éducateur qui vient les voir une fois de temps en temps, et pour le reste, ils doivent se débrouiller. Touche vraiment du doigt ce qui est la question des mineurs isolés étrangers, c'est est-ce que ce sont des enfants ou est-ce que ce sont des étrangers? Peut-être on pourrait enlever au département aussi bien la partie évaluation de la minorité que la partie hébergement, mise à l'abri, hébergement, et que tout ça serait transféré à l'État. Ça va être tranché rapidement. Mais je crois vraiment que si c'est le scénario du transfert à l'État et donc aux préfectures qui est choisi, je crois que là, on fera encore un pas supplémentaire dans une atteinte à des droits fondamentaux, et là, en l'occurrence, aux droits fondamentaux de l'enfant, qui sont protégés par la Convention internationale des droits de l'enfant. Moi j'ai une question peut-être aux députés européens. J'entendais un démographe l'autre jour sur France Culture qui disait que la France se porterait mieux si elle avait 100 millions d'habitants. Je voulais savoir si vous aviez une position là-dessus. Quand on regarde l'Europe et son devenir démographique, alors pour le coup, on voit que c'est très inégalement réparti, cette expansion démographique, parce que l'Europe, on peut être carrément inquiet. Un pays, par exemple, dans la Bulgarie, dans 30 ans, on peut se demander s'il existe encore. Les taux de fécondité dans certains pays aujourd'hui sont à 1,2, 1,3. Nous étions à 2,1, vous savez, ça a été annoncé la semaine dernière, on est à 1,8 aujourd'hui. Donc on voit bien qu'il y a aujourd'hui une question qui se pose pour l'Europe et qui est une question politique fondamentale. Je suis désolé pour les personnes, moi-même je commence à être un peu âgé, donc je peux le dire. Le grand problème des sociétés qui sont des sociétés de plus en plus âgées, où l'âge moyen augmente, eh bien, c'est qu'elles deviennent souvent malheureusement, de plus en plus conservatrices et apeurées par rapport au monde qui vient. Et c'est comment se fait-il aujourd'hui qu'il n'y ait pas des leaders de gauche qui se lèvent sur cette question pour dire de manière extrêmement forte que oui, aujourd'hui, il y a des valeurs qui dépassent les intérêts électoraux à court terme. Et de ce point de vue, attention à la tentation, je le dis, qui serait de dire, comme les gens en gros sont apeurés, ont peur de la mondialisation, ont peur des migrations, il ne faut pas les choquer, et donc je préfère éviter ce sujet et parler d'autre chose. Partout aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent pour dire, notre destin, ça ne peut pas être d'un côté le néolibéralisme et les inégalités qui s'accroissent, et de l'autre côté, le nationalisme conservateur, qu'il soit de gauche ou de droite. Et on sait bien, les deux se nourrissent. C'est parce qu'il y a l'augmentation des inégalités qu'aujourd'hui, il y a cette réaction identitaire. Nous avons été intimidés pendant des années à ne pas dire ce que nous pensions. Nous avons été intimidés pendant des années à ce qu'on nous dise « mais les gens ne sont pas d'accord avec vous ». Ah ben c'est sûr, généralement, au départ, ils ne sont pas d'accord. Mais justement, avec Damien Carême, il démontre très bien que quand on est cohérent, qu'on travaille, qu'on associe la population et qu'on explique, bah, non seulement on fait des choses utiles, non seulement on ne perd pas ses valeurs, mais en plus on peut devenir majoritaire. Oui, bonjour. Il y a eu 3800 migrants qui sont morts en Méditerranée. Je voudrais savoir au niveau européen en fait, où est-ce qu'on en est sur peut-être la création de corridors humanitaires. Enfin, parce que je suis d'accord, les gens vivent en France dans des conditions qui sont dégueulasses. Et il y a des gens qui meurent en Méditerranée. Et pour moi, c'est peut-être la priorité. Et j'aimerais savoir où est-ce qu'on en est en Europe à ce sujet-là. Aujourd'hui, au lieu de se poser la question des corridors humanitaires, qu'on avait d'ailleurs, vous vous souvenez que Hamon, il l'avait réclamé pendant la présidentielle, hein, c'était un des points forts de notre programme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, l'Union européenne, incapable justement de se mettre d'accord sur une politique migratoire commune, et d'ailleurs même la Commission européenne parlait de corridors humanitaires. Enfin, vous vous rendez que la Commission européenne, eux-mêmes étaient là-dessus. Comme on est incapable d'avoir une politique migratoire commune, tout le monde se referme aujourd'hui. Et donc la grande mode aujourd'hui, c'est l'externalisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller en Libye, ça veut dire qu'on va aller dans les pays d'Afrique subsaharienne, ça veut dire c'est l'accord Erdogan hein, qu'on avait fait avec la Turquie dès le début, pour dire on va mettre nos frontières à l'extérieur et on va faire le tri, entre guillemets, c'est-à-dire l'arrêt en réalité, à l'extérieur. Et évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien ça crée de l'esclavage, parce que ça crée des capacités pour tous
les bandits de pouvoir utiliser ces gens qui arrivent totalement démunis, et ça crée du passage, notamment par le biais, vous savez, de filières clandestines, et ça aboutit à ce que vous dites, c'est-à-dire que même s'il y a moins aujourd'hui, de flux, eh bien, il y a toujours des morts en Méditerranée, on le sait. Quand on parle d'immigration, on parle de qui? Quelles sont ces personnes qui viennent? Quels sont ces acteurs et ces sujets? De temps en temps, je pense que quand on organise ce type d'événement, ça serait intéressant aussi d'avoir le témoignage des acteurs eux-mêmes. Aussi imaginer, parfois, 4000 km à pied, traverser avec des passeurs, ça coûte entre 30 000 et 40 000 euros, parfois. Et il faut s'imaginer des femmes qui ont été violées pendant le parcours. C'est ça aussi l'immigration. La migration, c'est mondialisé, c'est régionalisé. La plupart des migrants restent dans les pays voisins. 90% des migrants africains restent sur place. 13 millions dans la Corne de l'Afrique. Et par conséquent, prendre notre part importante, parce que nous sommes un pays riche, nous sommes aussi une Europe riche, nous pesons dans ce monde, et que par conséquent, il y a des pays pauvres aujourd'hui, en Afrique, qui se portent relativement proportionnellement plus que nous. Je fais partie des nombreux bénévoles qui interviennent au centre de la Chapelle, et j'ai souvent des discussions le soir en dînant avec des migrants qui sont passés par des périples abominables, et je pense qu'il faut effectivement sortir de l'image misérabiliste, parce qu'ils manifestent une opiniâtreté absolument incroyable, quoi. Bon voilà, et quelquefois moi je suis un peu désespérée, je me dis après tout ce qu'ils ont vécu, mais il faudrait leur donner la Légion d'honneur, la directe, non seulement. J'ai trouvé le débat très intéressant, j'ai trouvé le débat sympathique et chaleureux, mais il faudrait qu'il démarre vraiment ce mouvement et qu'il démarre sur des bases qui ne soient pas strictement les bases traditionnelles d'un parti politique. Voilà. Pas grand chose à rajouter, enfin, effectivement ils ont mis en évidence qu'aujourd'hui la politique... la politique migratoire menée par Macron, elle est scandaleuse. Le sujet qui m'intéresse et qui me préoccupe. Je ne connais pas du tout sur le sujet et je suis venu par curiosité et c'est très intéressant. Je suis pour l'instant à un stade de questionnement, mais je pense que Génération doit vraiment se faire connaître dans le quartier, notamment par des politiques que j'ai vues là et dont j'ignorais qu'ils étaient à Génération. Et je pense qu'il faut maintenant qu'ils se montrent pour qu'il y ait un vrai ancrage local. C'est finalement quelque chose de totalement nouveau. Et ce qu'on expliquait tout à l'heure, ce qu'on se disait, c'est qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont pas voté Hamon, finalement, qui ont été interpellés par le personnage, qui ont été interpellés par les idées pendant la campagne, qui n'ont pas voté pour lui pour des conjonctures politiques, mais qui se sentent vachement investis dans le mouvement, dans la mesure où ils ont l'impression de servir à quelque chose. Moi, je pense que c'est le seul mouvement qui est actuellement en expansion, puisqu'ils n'étaient pas préparés pour les présidentielles, et que maintenant, toute la dynamique est en train de se monter. En fait, moi, je suis adhérent de Génération, enfin militant Génération. J'ai commencé à m'investir pendant la campagne de Benoît Hamon. Et oui, la question migratoire, c'est un sujet qui est intéressant et qui me passionne. Et d'ailleurs, je suis allé à Calais pour voir un peu ce qui se passait là-bas. Avec la campagne de Benoît Hamon, en fait, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont rejoints, qui n'avaient jamais été dans un parti politique, qui sont jeunes et qui ont vraiment adhéré aux idées essentielles de la campagne de Benoît Hamon. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti. Je suis un peu anti-parti et organisation verticale. Et je suis venue voir en septembre justement pour faire de la politique autrement. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont plus leur place dans les mondes politiques et qui trouveront leur voie peut-être avec Hamon. Il y a quelque chose d'intéressant qui se passe là, moins dogmatique, plus ouvert. Espérons-le qu'il restera horizontal dans sa façon de fonctionner. Je pense que la plupart des gens, dont moi, ce qu'on recherche ici, c'est surtout de s'engager sur le fond. C'est-à-dire essayer en fait de travailler vraiment sur le fond de chaque sujet et de faire des groupes de réflexion sur quelles alternatives on peut proposer aujourd'hui. J'ai jamais milité auparavant, c'est mon premier engagement, j'ai eu 18 ans l'année dernière. C'est mon premier engagement et
C'est la campagne de Benoît Hamon qui m'a convaincu en fait. Prochains événements, donc c'est un rendez-vous hebdomadaire tous les dimanches et ensuite un rendez-vous mensuel, on pense peut-être sur l'éducation parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses sur l'éducation en ce moment.